Napoléon III. Vous avez pris le pouvoir en mode aigle impérial, mais après une gestion calamiteuse, on vous retrouve en pigeon qui aurait pris l'inverse. Avez-vous seulement conscience des conséquences de toutes vos décisions? On va reprendre ça depuis le début. Charles-Louis Napoléon Bonaparte, vous êtes né le 20 avril 1808 à Paris d'une famille avec, comment dire, une certaine réputation. Vous êtes aussi un grand prématuré. Alors oui, ça je connais, ça se disait dans le passé quand la naissance était un petit peu trop proche du mariage ou que le père légitime était légèrement absent au moment de la conception. Enfin bref. En 1816, vous êtes exilé du royaume de France et vous terminez en Suisse. Bon, il y a quand même plus dégueulasse comme exil. Mais contrairement à votre oncle, votre ascension vers le pouvoir, c'est pas une marche impériale, c'est plutôt une randonnée avec des cailloux dans les godasses. C'est long et douloureux. Déjà, pour quelqu'un qui voulait gouverner la France, en 1848, vous avez passé la plupart du temps en Angleterre ou en Suisse. À ce niveau-là, c'est plus un exil, c'est un programme Erasmus. Vous débarquez à Strasbourg en mode « Je suis votre empereur ». Vous vous pointez devant la garnison et là, on vous répond quoi? Franchement, oui, c'est un peu vexant. Vous tentez de fuir en vain de manière assez ridicule, votre mère intervient auprès du roi et obtient finalement votre exil aux États-Unis. On va pas se mentir, un Bonaparte qui doit son exil à l'intervention de sa mère, c'est quand même con. Vous retentez votre chance en 1840 à Boulogne-sur-Mer, je cite, se présente avec des anciens combattants et des symboles du Premier Régime et demande à la garnison de se rallier à eux, réponse de la garnison, et ben non, que voulez-vous, quand ça veut pas, ça veut pas. Vous essuyez une condamnation à la prison à vie, histoire que ça vous passe l'envie de faire des coups d'État, mais vous n'êtes pas du genre à abandonner et en 1846, vous parvenez à vous évader du fort de Ham, déguisé en maçon. Vraiment. En 1848, la Révolution éclate et la République est proclamée. Vous profitez de l'abolition de l'exil pour rentrer et vous faire élire avec 75% des voix. Alors après 2 tentatives de rébellion, c'est finalement comme ça qu'on vous élit président. C'est un peu comme si on filmait un braquage et puis qu'on récompensait le braqueur avec un poste de ministre. Durant votre mandat, l'Assemblée nationale s'oppose à vous. En même temps, vous vouliez plus de pouvoir que ce que la Seconde République vous accordait. Alors le 2 décembre 1851, comme le Parlement vous contrariait, vous avez fait un raccourci, crac, empereur. Parce que bon, discuter, c'est chiant, tout ça. Votre règne est marqué tout de même par une prospérité économique et la modernisation de la France. Ça, on va pas vous le reprocher. Mais vous, par exemple, en diplomatie, c'est Dora l'exploratrice. Alors, on peut dire que vous avez une vision de la diplomatie qui fait pleurer. Tiens, en 1859, vous soutenez l'indépendance italienne sans savoir vous affaiblissez l'Empire autrichien face aux Prussiens, qui, eux, veulent tout simplement vous piétiner. En cours de route, vous abandonnez les Italiens aussi, ça va leur faire plaisir. En 1862, vous vous lancez dans le soutien à l'Empire mexicain. Vous n'étiez pas le seul, il faut le reconnaître. Toute l'Europe a bien profité que les États-Unis soient en pleine guerre civile pour aller jouer là où normalement ils ne veulent voir personne y aller. Mais l'Empire mexicain ne s'impose pas, le climat en France est alors instable et la fin de la guerre de sécession aux États-Unis vous fait prendre tout simplement peur et vous prenez vos clics et vos claques sans demander votre reste. En 1866, vous n'avez toujours peur de rien et vous proposez tout simplement à Bismarck, votre pire rival, de se partager la Belgique, votre allié au Mexique. Vous au moins, vous avez peur de rien. Ils ne vous prennent pas au sérieux, tu m'étonnes. Quant aux Anglais, protecteurs des Belges, je vous laisse imaginer leur réaction. En 1867, vous négociez secrètement l'achat du Luxembourg avec les Pays-Bas. L'information fut dans la presse, à l'initiative des Prussiens. Vous vous mettez à dos officiellement la Prusse, sacrés hypocrites, et les Anglais. En 1870, vous déclarez la guerre à la Prusse après qu'un Prussien ait été proposé au trône d'Espagne. Vous vous sentez tout simplement pris par derrière, si je puis dire. Vous vous improvisez chef de guerre. Qui vous a conseillé ça? C'est votre demi-frère illégitime. Bref, vos forces militaires ne sont pas à jour, le matériel est bon mais pas assez nombreux, et les Prussiens en face, on va pas se mentir, ils se sont payés votre tête. Vous avez foncé tête baissée quand même. Finalement, vous déclarez la guerre en n'ayant plus un seul allié. C'est une stratégie comme une autre. Vous perdez à Sedan et vous vous faites capturer après 44 jours de combat seulement, soit plus rapidement que la bataille de France. Côté français, ils proclament la Troisième République 2 jours seulement après votre capture. Ils se débarrassent assez rapidement de vous et combattront même plus longtemps sans vous. Avec le traité de paix, la France perd 14 000 km² de ses terres les plus industrialisées, ainsi qu'une indemnité de 5 milliards de francs or. Alors,
ça ferait de nos jours 30 à 35 milliards d'euros, hein, ça fait quand même mal aux fesses. Grâce à vous, l'Empire allemand est devenu une puissance durablement militariste, un voisin difficile à gérer qui a poussé la France à un esprit de revanche et l'a conduite à nouer des alliances avec la Russie et le Royaume-Uni. Sans votre défaite en 1870, l'Empire prussien n'aurait sans doute pas été aussi fort sur la scène européenne. En tout cas, vous avez été tellement médiocres qu'ils ont pu dérouler leur plan sans problème et imposer l'unification du Reich allemand. Ils vous ont littéralement pris pour un imbécile. Et sinon, la suite, vous la connaissez ? L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand en juin 1914 a déclenché une réaction en chaîne parmi les alliances militaires en Europe, transformant les Balkans déjà instables en épicentre de la Première Guerre mondiale en août 1914. Cette région restera pour la postérité connue comme la poudrière des Balkans. La Première Guerre mondiale s'achève en 1918 par la victoire des Alliés et la chute des grands empires. Elle laisse l'Europe affaiblie et instable avec plus de 10 millions de morts. Cette dernière a profondément marqué la France par ses pertes humaines et matérielles. Le traité de Versailles, quant à lui, impose de lourdes sanctions à l'Allemagne de 269 milliards d'euros actuels, soit une somme 3 fois plus importante que 1870, qui vont attiser les tensions outre-Rhin. La Seconde Guerre mondiale, quant à elle, va trouver ses origines dans les conséquences de la première. Tout simplement. L'instabilité économique et diplomatique de l'entre-deux-guerres, marquée par l'échec des politiques de paix et des accords de Munich, a favorisé la montée du fascisme. Dans ce contexte, les régimes autoritaires se sont renforcés, notamment avec l'ascension de Tonton Moustache en Allemagne et de l'autre Tonton Moustache en URSS, incarnant deux idéologies totalement opposées, mais tout aussi brutales. L'incapacité des puissances alliées à contenir ces menaces a conduit à un nouveau conflit mondial. La fin de la Seconde Guerre mondiale a entraîné la chute de certains régimes autoritaires, l'entrée dans l'ère atomique, la reconstruction de l'Europe et la création des Nations Unies, de toutes les institutions qui y sont liées encore de nos jours. Sur le plan géopolitique, elle a mené à la guerre froide, à la décolonisation et à la division des mondes en blocs, qui même si de nos jours ils se sont modifiés, voire même effondrés, influent toujours autant le contexte politique. Vous êtes mort 3 ans après la défaite de Sedan, et on pourrait se dire comme ça que vous aviez retenu les leçons de vos erreurs. Et en réalité, non, car à la veille de votre mort, vous étiez en train de préparer un plan pour revenir en France et reprendre le pouvoir. Sans votre obsession pour la grandeur napoléonienne de la France, vous auriez peut-être pu asseoir durablement votre empire, moderniser le pays sans que vos succès ne soient éclipsés par une guerre désastreuse, et voire même jouer un rôle d'arbitre dans l'Europe au lieu d'en devenir la risée. Mais à force de vouloir imiter votre oncle sans en avoir le génie, vous avez fait que précipiter votre chute. Les multiples erreurs de votre règne ont nourri des tensions durables en Europe, conduisant à des conflits majeurs dont l'influence s'est prolongée bien au-delà du XIXe siècle jusqu'à façonner de manière durable et tout à fait directe le monde dans lequel nous vivons en 2025. Mais au final, qu'est-ce que vous retenez de tout ça ?